Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, le président français François Hollande a effectué ce vendredi une visite d'État à Conakry. C'est pour signifier son soutien à la Guinée en cette période de crise sanitaire d'Ebola. François Hollande annonce une aide supplémentaire à la Guinée avec la construction de 3 nouveaux centres de traitement d'Ebola et une somme de 100 millions de dollars. Demain, samedi 29 novembre, s'ouvrira le 15e sommet de la francophonie à Dakar. 2 jours devraient permettre aux pays membres de statuer, entre autres, sur l'admission de nouveaux membres et élire le secrétaire général. Ils sont nombreux de nos jours à consommer les antibiotiques sans l'avis d'un médecin guinéen, une pratique qui, selon les agents de santé, pourrait causer d'énormes problèmes de santé. Encore une fois, bienvenue à tous. Cela fait aujourd'hui 15 ans qu'un président français n'a pas foulé le sol guinéen. La visite de François Hollande intervient après celle de Jacques Chirac en 1999, de François Mitterrand en 1986 et de Giscard d'Estaing en 1978. Il s'agit donc du 4e chef d'État français qui effectue un déplacement à Conakry depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, malgré le différend qui a opposé la France à la Guinée suite au nom de Sékou Touré à Charles de Gaulle en août 1958. D'importantes relations de coopération lient les deux pays. Mania Condé. Tout a commencé par le vote de la loi cadre Gaston Defferre du 23 juin 1956, lorsque ce ministre de la France d'Outre-mer avait fait adopter ce projet de loi par l'Assemblée nationale française. Une loi qui, en théorie, autorisait le gouvernement français à accorder l'autodétermination et la liberté au territoire d'Outre-mer. Mais en réalité, elle n'avait fait que renforcer la politique du divisé pour mieux régner de la France, car, suite à son adoption, l'on a assisté à la désintégration de l'AOF et de l'AEF. Après l'éclatement de ces deux grands ensembles, il faudrait pour la France et les colonies qui souhaitent plus d'autonomie de revoir l'évolution de leurs futures relations. Un référendum constitutionnel avait donc été proposé pour définir ces rapports dans le cadre de la communauté franco-africaine. C'est dans cet esprit que le général de Gaulle rendit une visite le 25 août 1958 à Conakry. Le général de Gaulle, qui estimait que les peuples africains étaient libres de choisir leur destinée, fut surpris par le contenu du discours du président du Conseil de gouvernement guinéen, Ahmed Sékou Touré. Celui-ci avait une position catégorique vis-à-vis de la communauté franco-africaine. L'article 86 de la Constitution avait prévu que l'indépendance d'un État membre de la communauté équivalait à une sécession. Et c'est à la faveur de cette possibilité offerte aux États africains que le peuple guinéen dira non au général de Gaulle au référendum du 28 septembre 1958 avec 1 130 292 non contre 56 959 oui. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans l'esclavage. Les relations de Sékou Touré avec la communauté franco-africaine étaient ainsi définitivement rompues et la Guinée accéda à la souveraineté internationale le 2 octobre 1958. À partir de cette date, la France cessa toute aide financière au château d'eau de l'Afrique occidentale. Ce n'est que 20 ans plus tard que la France de Giscard d'Estaing remettait les pieds en Guinée avec la visite officielle effectuée du 20 au 22 décembre 1978. La coopération avait repris au point que Paris était alors le premier bailleur de fonds, le premier fournisseur et le second client de la Guinée. Les relations entre les deux pays s'étaient renforcées avec la visite de François Mitterrand à Conakry les 12 et 13 novembre 1986. 13 ans après Mitterrand, son successeur Jacques Chirac remettait les pieds en Guinée. L'un des thèmes de sa tournée dans la région était l'enracinement dans la démocratie avec la libération d'Alpha Condé. Sur le plan économique, l'inauguration du barrage de Garafi, financé en partie par l'Agence française de développement, était le point nodal de la visite de Jacques Chirac. Ce 28 novembre, les Guinéens ont reçu pour la 4e fois un chef d'État français, François Hollande, venu pour une visite de 6 heures consacrée à la lutte contre Ebola, est le premier chef d'État occidental à se rendre dans un pays touché par cette épidémie.
Comme annoncé, le président est arrivé ce vendredi à Conakry pour une visite d'État sur fond anti-Ebola. François Hollande a été accueilli en grande pompe par la population de Conakry qui a salué le courage et la solidarité de la Guinée à la France en cette période d'épidémie d'Ebola qui frappe le pays depuis le début de l'année. Les temps forts de cet accueil avec Beno Marcela. François Hollande est arrivé ce vendredi à Conakry à 13h sur fond anti-Ebola. Il a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé en compagnie du Premier ministre Mohamed Saïdi Fofana et Soriba Sourel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry. De l'aéroport international Conakry-Bessia au CHU de Donka où devaient commencer les premiers travaux de son séjour par la visite du centre anti-Ebola. François Hollande a été grandiosement ovationné par les populations de Conakry, massivement mobilisées sur l'autoroute Fidel Castro. La foule en liesse, exécutant des pas de danse au rythme traditionnel, scandait la solidarité et le courage du président Hollande venu en Guinée en cette période épidémiologique Ebola. Cette visite courageuse et solidaire du président français dans l'ancienne colonie de son pays réconforte les Guinéens qui l'ont exprimé à travers cette mobilisation. Il faut le rappeler que la France n'a pas abandonné la Guinée en ce moment difficile d'Ebola. Non seulement sa compagnie Air France n'a pas arrêté ses vols vers Conakry, mais aussi des appuis financiers, techniques et logistiques pour vaincre le virus Ebola par la construction même d'un hôpital militaire à Massanta, l'épicentre de l'épidémie au sud du pays en région forestière. Le bémol de cette réception de Hollande à Conakry est qu'aucune disposition sanitaire n'était mise en place à la rentrée de l'aéroport comme l'avait annoncé le gouverneur Soriba Sourel. Autre hic, le refus de l'accès de l'aéroport aux journalistes des médias privés. À Donka, le président français et son homologue Alpha Condé a visité le laboratoire français de l'Institut Pasteur. François Hollande a aussi eu un entretien à huis clos avec le personnel médical et les acteurs concernés par la lutte contre l'épidémie Ebola. L'hôte français a annoncé une aide supplémentaire à la Guinée avec la construction très prochaine de 3 centres de traitement d'Ebola, une enveloppe symbolique de 100 millions de dollars pour la lutte contre Ebola, compte rendu Abdraman Ba. François Hollande à l'hôpital national de Donka. Accueilli en grande pompe, le chef d'État français effectue la première étape de sa visite en Guinée, frappée par le virus Ebola. Le président François Hollande et son homologue ont visité le laboratoire français de l'Institut Pasteur. L'hôte français a aussi eu un échange avec le personnel du centre d'isolement d'Ebola. Ensuite, comme prévu, les deux chefs d'État et leur délégation ont eu un entretien restreint avec les acteurs intervenants dans la lutte à Ebola. Au sortir de cette réunion, François Hollande a expliqué les appuis supplémentaires que son pays compte apporter à la Guinée. Nous allons mettre en place 3 centres, 3 catégories de centres. La France avec la Guinée. Des centres pour traiter les malades. Des centres pour traiter les soignants qui pourraient être touchés dans le cadre des apports qu'ils peuvent contribuer à donner aux malades. Et puis, nous allons mettre en place un centre de formation pour les soignants. Voilà ce que nous faisons. De manière à ce qu'on forme les soignants, que les soignants puissent soigner sans risque, et que pour les malades, on puisse les traiter dans un délai court. L'essentiel, c'est que les Guinéens soient convaincus qu'on peut guérir l'Ebola et surtout que les gens acceptent que les contacts soient suivis. Nous avons par exemple quelques réticences à Temeletaï. Il faut que donc toute la population sache que s'ils acceptent que les contacts soient suivis, ils pourront guérir rapidement. Nous avons le cas Keita qui est guéri, et surtout que quand quelqu'un est guéri, c'est comme quand vous guérissez des paludisme. Quand vous guérissez des paludisme, vous ne contaminez plus. Il faut que les gens sachent que quand on guérit de l'Ebola, on est guéri définitivement, donc on n'isole pas les gens qui sont guéris. Une visite qui augure de l'espoir chez les autorités sanitaires du pays. Les doléances qui lui ont été posées, c'est de continuer à soutenir le programme national de lutte contre Ebola en République de Guinée pour que dans les brefs délais, nous puissions bouter Ebola hors de la Guinée. Pour le ministre de la Santé, au-delà de tous ces appuis, c'est l'image du pays stigmatisé et isolé qui est résolue. Pendant que certains pensent que la Guinée n'est plus fréquentable, Monsieur le Premier ministre français est en train de démontrer le contraire pour prouver que la Guinée est fréquentable. Pendant que certains de nos pays amis, les plus proches, ont fermé leurs frontières,
Monsieur le Président de la République française a fait le déplacement pour venir visiter les centres de traitement d'Ebola et Donka pour démontrer que la Guinée est fréquentable. Après l'étape de Donka, les présidents français et guinéens ont pris le départ pour le Palais des Nations. Après le CHU Donka, direction le Palais des Nations pour des décorations mutuelles. La signature du protocole d'accord avec l'Institut français Pasteur, ponctuée par une conférence de presse. Après avoir salué les efforts de la Guinée dans la lutte contre Ebola, François Hollande a mis l'accent sur l'union, la vigilance et la solidarité. Il est au micro d'Abakar Sidiki Mané. Un message de solidarité à l'égard de la Guinée, à l'égard aussi de la population guinéenne, celle qui peut être frappée par la maladie, celle qui peut craindre la maladie, et celle qui se bat contre la maladie. Solidarité aussi à l'égard des soignants, admirables soignants guinéens, français et de beaucoup d'autres nationalités qui prennent des risques pour assurer à la population guinéenne des soins de haute qualité qu'elle a. Je suis venu aussi pour adresser un message de confiance. C'est-à-dire que je ne veux pas que les pays qui sont frappés par une épidémie, par un fléau sanitaire, puissent être enfermés, coupés du monde, et ainsi entravés dans leur développement, dans leur vie. Et c'était le risque qui pouvait se produire. C'est-à-dire qu'à une crise sanitaire ne vienne pas ensuite une crise économique qui elle-même puisse déboucher sur une crise politique, voire une crise sécuritaire, c'est-à-dire de la violence. Donc il est très important que je puisse dire au monde entier que la Guinée continue à vivre, à se battre et à continuer. Et puis le dernier message, c'est un message de vigilance. Oui, il convient d'être vigilant. La bataille n'est pas gagnée contre Ebola. Et vous devez prendre un certain nombre de dispositions pour éviter les contaminations, pour donner de l'information. Et si ma visite permet aussi de m'adresser à toute la population guinéenne, mais aussi à la population française, dire attention, nous devons continuer à être vigilants, à prendre des précautions, y compris dans nos modes de transport, y compris lorsque un certain nombre de nos proches peuvent circuler à travers le monde. Alors, cette visite est non seulement amicale, non seulement celle de la solidarité, mais elle peut être aussi utile à la Guinée, à la France et au monde tout entier. Autre titre de cette édition, le 15e sommet de la francophonie s'ouvre samedi à Dakar, une rencontre de 2 jours où les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF vont définir les prochaines orientations de la francophonie, statuer sur l'admission de nouveaux pays membres et élire le prochain secrétaire général de la francophonie, Agira Touba. Au moins 77 chefs d'État et de gouvernement sont attendus samedi au pays de la Teranga pour le 15e sommet de l'OIF. 2 jours de rencontres au cours desquels la situation politique et économique internationale sera abordée. Il sera aussi question de la passation des pouvoirs entre la RDC et le Sénégal. En effet, après 3 mandats successifs, Abou Diouf va céder sa place au nouveau secrétaire général de la francophonie. Des demandes d'adhésion ou de modification de statut seront aussi examinées. Également au menu, la présentation du rapport des travaux de la 30e session de la conférence ministérielle de la francophonie tenue également à Dakar le 25 novembre dernier. Le virus Ebola, la science, la culture, la situation des femmes et des enfants ne seront pas occultés au cours de cette instance suprême de la francophonie. Le sommet de la francophonie se tient tous les 2 ans sous la tutelle du pays hôte. Il définit les orientations de la francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Selon le rapport de l'Observatoire de la langue française de 2014, 274 millions de personnes partagent la langue de Molière à travers le monde.
Dans cette édition également, l'usage inadapté et non justifié des antibiotiques est de nos jours très récurrent selon les agents de santé. Cette utilisation abusive pourrait entraîner une résistance au niveau de l'organisme et causer des problèmes rénaux. Néno Baldé, reportage. Quand j'ai mal à la gorge, j'achète des amoxicilline. Je prends 2 le matin et 2 le soir. Dès que j'ai mal à la dent, je prends les antibiotiques pour calmer la douleur. Le risque de se retrouver vulnérable face à des bactéries ultra-résistantes est très élevé avec la consommation abusive d'antibiotiques. Une utilisation qui, selon les agents de santé, peut impacter sur la santé avec des problèmes rénaux ou encore une résistance de l'organisme face à ces médicaments, ce qui du coup peut entraîner le traitement des patients difficiles. Le risque par rapport à un antibiotique, c'est la résistance plasmidique. Donc là, c'est un phénomène grave parce que si une résistance est due à une antibiotique, l'individu est exposé grandement. On risque des problèmes graves de santé, c'est-à-dire que le blocage rénal. Pour que l'antibiotique soit efficace, il faut aussi une certaine durée de traitement. Si l'antibiotique doit agir sur le germe pendant 10 jours pour l'éradiquer, il faut qu'on donne l'antibiotique pendant 10 jours et à la dose thérapeutique. Avant la prise de tout médicament, certains agents de santé exhortent les citoyens à se rendre dans un poste de santé. Il est toujours intéressant d'aller vers une structure de proximité. Vous rencontrez la personne requise pour poser le diagnostic et vous allez vers une structure fiable. C'est le conseil que je peux demander à la population. Seuls les agents de santé peuvent faire la différence entre les médicaments et les adapter selon les pathologies. Le pape François est donc arrivé à Ankara, première étape de sa visite de 3 jours en Turquie. Une visite placée à la fois sous les signes du dialogue entre les religieux de la défense des chrétiens menacés au Moyen-Orient et de l'accueil des réfugiés en Turquie, chassés par la guerre en Irak et en Syrie, aussi par la recherche d'une paix globale pour l'ensemble de la région civile. Les drapeaux du Vatican et de Turquie côte à côte, fixés à la carlingue de l'avion papal. C'est la première visite du pape François qui commence ici à Ankara, capitale d'un pays à grande majorité musulman. Musulmans, mais à l'histoire profondément marquée par la présence chrétienne. Istanbul, l'ancienne Constantinople, abrite, entre autres monuments, l'ancienne basilique Sainte-Sophie, construite sous le règne byzantin, transformée en mosquée par les Ottomans et officiellement musée depuis l'avènement de la République d'Atatürk en 1923. Mais certains musulmans la verraient bien redevenir une mosquée. Il se pourrait que le pape François demande à y prier, un signe fort de la part du chef de file de l'Église catholique. Autre raison de la présence du pape en Turquie, l'énorme afflux de réfugiés venus de Syrie depuis le début du conflit en 2011. Parmi eux, des milliers de chrétiens poussés à l'exil par la violence des combats et la férocité des djihadistes. Ils symbolisent en même temps la diminution rapide de la présence de la chrétienté en Orient, grand sujet de préoccupation du pape François. Mais c'est avant toute chose un message de tolérance entre les religions et de respect des droits de l'homme que le pape entend délivrer. La raison peut-être de sa première visite, le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République laïque de Turquie. Les orages et les inondations ne concernent pas que la France. Cette dernière semaine, l'Italie et la Suisse, les Balkans, même plusieurs régions du Maroc ont été touchées par des pluies diluviennes, accompagnées souvent de vents violents et du glissement de terrain. La cause de cette météo devenue folle pourrait être un dérèglement du Dostrim, un courant de vent qui souffle d'ouest en est en haute altitude et qui pourrait être déréglé par le réchauffement climatique. Suivez. Une pluie qui ne s'arrête plus de tomber depuis des semaines dans le sud de la France, en Espagne et même au Maroc. Conséquence, des inondations historiques alors que toutes les rivières sont en crue, les digues sont submergées, les nappes phréatiques saturées. Il s'agit du 10e épisode méditerranéen. A priori, on a un niveau record cette année, donc on est effectivement dans une année assez exceptionnelle. Et à l'échelle de la France, c'est le 2e automne le plus doux depuis 1900. Et alors l'automne pluvieux, oui, particulièrement en Méditerranée où on a battu des records de pluviométrie pour cet automne. En cause, ce fameux jet stream qui traverse habituellement l'océan Atlantique, des États-Unis vers la Scandinavie. Depuis quelques semaines, ce courant d'air rapide, plutôt froid, qui circule à plus de 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, passe désormais par la Méditerranée au sud de Gibraltar pour remonter depuis le Maghreb vers l'Italie, un air chaud et humide. Le fait qu'on introduise plus d'énergie dans le système climatique
On a un réchauffement à l'échelle globale et on a un réchauffement qui n'est pas le même au niveau de l'équateur, au niveau des pôles. Le fait qu'on réchauffe l'équateur un peu moins vite que l'on réchauffe les pôles, ça induit plutôt un affaiblissement du jet stream. Si le lien avec le réchauffement climatique n'est pas tout à fait confirmé scientifiquement, les conséquences de la réorientation de celui qu'on appelle aussi en français courant de jet sont à craindre ce week-end, alors que de nouvelles intempéries majeures sont attendues au Maroc et dans la péninsule ibérique. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web www.groupeevasioguinée.info. Bonsoir à tous.